Bien, bonsoir à tous. Nous allons entamer cette deuxième soirée consacrée à l'amour à l'adolescence. Notre réflexion porte ce soir sur les amours arc-en-ciel en particulier. Avant de vous présenter les films que nous allons voir à l'instant, et en écho au remerciement de Frédéric Faure, qui nous a formulé hier sur l'organisation d'un tel festival, et outre toute l'activité culture que nous pouvons proposer dans cette école, je veux le remercier moi-même pour ce qu'il nous autorise à programmer dans cette école. Voilà. Alors, ce soir, nous allons commencer par 2 films courts. Ceci n'est pas un film de cow-boy de Benjamin Parent, 13 ans de Rudy Rosenberg. Alors, sachez, pour les aficionados, que le premier cours qui sera diffusé fait partie de la liste de l'opération Dessiner la vie, donc il vous est mis à disposition pour travailler peut-être ces sujets dans vos fonctions à venir. Le long qui suivra est donc Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Nous échangerons ensuite dans la foulée sur ces sujets autour d'une table ronde avec Tiffany Tavernier et Régis Revenin, que je présenterai plus précisément tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Bonsoir, rebonsoir. Nous allons peut-être commencer cette discussion après un film quand même hypnotique, nous avons dit un peu, voilà, très riche, qu'il faut même que nous nous ajustions. Voilà, nous allons lancer donc une première discussion sur cette deuxième thématique que nous avons nommée les amours arc-en-ciel. Donc après ces 3 diffusions de films, je vous propose donc que nous puissions échanger, et vraiment n'hésitez pas évidemment à poser des questions, formuler des remarques très simplement. Finalement, un micro passera dans cette vaste salle. Donc à ma droite, Tiffany Tavernier, écrivaine, scénariste que vous connaissez bien
maintenant et je la remercie de sa présence. Régis Revenin, vous êtes tué. Docteur en histoire, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Paris. Je me permets peut-être, parce que ça peut intéresser nos collègues dans la salle, de nommer peut-être des champs de recherche. Donc, il s'agit de l'histoire du genre et de la sexualité, de l'histoire de l'éducation des jeunes, de la jeunesse, la socio-histoire, de la famille, de l'homoparentalité et celle de la gestation pour autrui. Alors ça, c'est un sujet qui est en gestation, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas encore commencé à travailler sur ce dernier sujet, voilà, mais c'est futur projet de recherche. Voilà. À qui veut entendre. Pour mener cet échange et en filigrane, en fait, hein, pas pour fermer la conversation, pas du tout, je propose que nous puissions aborder la thématique globale, peut-être en 3 temps, par 3 prismes, encore une fois, qui est un filigrane, voilà, comme ça, qui nous guide. Donc en 3 temps, peut-être évoquer le rapport au sens, mais pris au sens large du terme, c'est-à-dire le sens, la direction, les sujets qui sont abordés, et le rapport au sens, pris au sens du corps, du ressenti. C'est une première suggestion pour amener à croiser à la fois nos analyses et nos apports divers. Et puis peut-être une question, enfin pareil, en toile de fond, peut-être un sujet qui serait un autre rapport, celui du rapport à l'espace dans ces 3 films, et pour dire quoi. Et puis peut-être la question du rapport au temps. Y a-t-il un temps suspendu, un temps accéléré, voilà, dans les relations que nos protagonistes divers mènent au fur et à mesure de leur vaste pérégrination. Alors, peut-être Tiffany, dans ce qui est dans la notion du rapport au sens et peut-être du rapport au corps, on peut initier une conversation. Oui, alors bonjour à tous et merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Je me répète peut-être depuis hier, mais c'est vrai, c'est un réel plaisir. Le rapport au corps, oui, c'est une superbe entrée dans ce film hypnotique, aquatique. C'est une immersion, une gestation. C'est un mot que c'est vraiment la gestation du désir, la gestation du corps. Bon, je vais pas pouvoir évidemment vous faire une analyse de tout le film. Il est très très riche, mais on va commencer par cette porte du premier plan. Le premier plan, il est formidable parce qu'il se passe dans un vestiaire de piscine, huis clos qui annonce tout le huis clos du monde de l'adolescence, d'où on ne voit que des ados, pas des adultes, où on n'est que centré sur leur corps. L'endroit du vestiaire, c'est quand même le lieu où le corps se déshabille, où le corps on retire ses vêtements. Les vêtements, c'est quand même la symbolique de la représentation, de l'apparat. Ici, dans le vestiaire, ce vestiaire très précisément qu'on va montrer, c'est un vestiaire de piscine, mais qu'est-ce qu'il se passe? Quel est le groupe qu'on va filmer qui est déjà en maillot? Ils sont déjà tous en maillot, mais pas dans des maillots ordinaires, des maillots très très colorés, des maillots qui sont prêts pour un spectacle. Les filles sont très très maquillées, les corps sont déjà prêts à une représentation. Et la caméra se meut, les filles ne regardent aucun personnage qui se trouve dans ce vestiaire, ne regarde la caméra. La caméra, alors comme dans tout le film, va se déplacer de façon assez lente, assez distante, très pudique, va juste regarder, épouser, mais on va dire presque caresser de loin ces corps jeunes, sans aucun voyeurisme, juste les regarder, les attendre. Et ces corps-là, et j'aime beaucoup comment, je trouve que l'idée du vestiaire n'apparaît pas du tout par hasard. Derrière le vestiaire, il y a donc le grand bassin
et tout le monde attend, au fait. Et qui attend, ce sont les adultes. C'est la seule fois où on va les voir en groupe comme ça et qui vont être filmés. Et qu'est-ce qu'ils attendent de ces corps-là ? Ils attendent que ces corps fassent spectacle. Ils attendent quelque chose de précis, qui va s'avérer une danse extraordinairement synchronisée, pas forcément très désirable. On est sur plus une sorte d'exploit, de performance, l'attente ici, et puis de collectif. On est dans le corps. Ici, c'est un corps groupe, un corps collectif. Il n'y a aucune singularité. Tout le monde fait parfaitement la même chose. Il y a une sorte de code, de règles dans cette danse aquatique qui fait qu'il n'y a aucune singularité qui émerge. Voilà pour le premier plan, qui va se balader dans ce monde-là. Et, étrangement, tout le film, par la suite, et dès le plan suivant, on va être sur des singularités, puisque après cette ouverture sur ce vestiaire blanc, où l'eau est déjà présente, les vestiaires, on l'entend même au son par la musique de Parawan qui est absolument somptueuse dans le film. On va très rapidement décrire les 3 personnages dans 3 lieux différents. Paulina Carr, qui joue le rôle de Marie en haut, en train de se déplacer. On a celle qui n'est jamais nommée par son prénom dans le film, qui s'appelle Louise Blacher, et qui apparaît beaucoup plus grande que son groupe, dans une corpulence et dans une masse très différente de son groupe, et très maladroite dans sa façon d'entrer en jeu et en scène dans déjà sa première apparition. Et la 3e apparition qui se fait attendre, et qui se fera attendre pendant tout le film d'ailleurs. C'est vraiment le personnage que va attendre Marie pendant tout le film, c'est Adèle Haenel, dont son prénom arrive que seulement 2 fois, Floriane, et qui va apparaître assez tardivement, après un grand mouvement de Pauline sur le Requiem de Verdi, donc une sorte de dramaturgie, elle va apparaître de l'eau. Voilà. Alors, ça c'est pour parler de... voilà, le film commence... Et il va, à la fois on aura, voilà, j'aime bien cette idée bon, évidemment le vestiaire c'est aussi la nudité. Ce vestiaire va revenir comme une scansion constamment dans le film. Il va se passer beaucoup de choses dans ce vestiaire. D'abord, la petite Paulina Carr, donc Marie, ne va pas oser se déshabiller devant Adèle Haenel. Une 2e fois, elle va le faire parce qu'Adèle Haenel la regarde, pour le coup. On va parler de Louise qui se dénude la première fois et qui est vue par François. Et puis, qui, au cours du film, à un moment donné, se met elle-même nue, les bras écartés, comme si tout d'un coup, elle était elle-même, toujours dans ses vestiaires. Hein. Et dans ces vestiaires, il se passe... évidemment, la confrontation avec la jeune fille, je vais dire la scène de la banane. Toi, t'es passé de l'autre côté, bon, qui raconte presque tout le film. Ces vestiaires, c'est une sorte de huis clos, et le film est en vase clos lui-même, puisque on ne connaît rien du moment où ça se passe. Hein. Il n'y a aucune référence à l'école, à la vie quotidienne, à la temporalité. On flotte, comme dans cet immense bassin. On est dans ce monde de la naissance des pieuvres qui exprime celui de l'éveil du désir, de ce corps qui est entièrement tourné en bulle, en vase clos, sur ce qu'il ressent de ce désir qui monte et trouble. On est en eau trouble, on est entre 2 eaux, on joue là-dessus beaucoup. Dans tout le film, les personnages... je pense avoir déjà pas mal abordé. Hein, j'aborde là, c'est la première porte qu'on pousse. Mais Céline Sciamma, elle aborde ça avec une grande douceur. Mais voilà, déjà il y a ça. Je pense qu'il y a pas mal de... Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je veux rebondir. C'est sur ce que tu disais sur la performance.
On sait que le genre, c'est aussi une performance, c'est-à-dire on joue des rôles, en tout cas une des conceptions du genre. Et bon, ce qui est intéressant, je trouve, si on voulait aussi un petit peu mettre en comparaison avec les deux cours, et notamment 13 ans, je trouve que, par exemple, alors, en termes de mise en œuvre du corps, il y a, moi j'ai relevé dans le film de Sciamma la question de la pilosité, la question, alors, autour des normes du corps féminin en particulier, la question de la pilosité, la question de la transpiration. Quand elle se cache derrière le rideau, je trouve que c'est tout ça. Enfin, il y a plein de choses tout le film est autour du corps, mais en particulier ces moments autour des normes sociales me semblent intéressants. Les mesures. Oui, les mesures aussi, effectivement. Oui. Tout le film est plein effectivement, comme ça, de normes, de rapport à la normalité. Et ce que je trouve intéressant, alors d'un point de vue socio-historique, justement, si on voulait regarder s'il y a des ruptures. Alors, je trouve que le corps est nettement moins présent dans le court-métrage Ceci n'est pas un cow-boy, c'est pas un film de cow-boy, pardon. Même si au début, quand il arrive, enfin, je ne suis pas spécialiste d'analyse filmique, mais ça fait penser effectivement à une démarche de cow-boy quand il pose son sac et qu'on voit les pieds. Mais je trouve que par rapport à 13 ans, la question du corps est moins présente dans 13 ans. Ce que je veux dire par là, alors on voit que le film, c'est un film des années, en tout cas, il n'a pas été tourné dans les années 80, mais c'est un film la scène se déroule dans les années 80. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que peut-être il y a une accentuation autour de la question de l'identité corporelle dans le temps présent, c'est-à-dire par rapport aux années 80-90, quelque chose actuellement où on insisterait davantage sur les normes sociales du corps, qui seraient oui, je sens le sentiment, en tout cas en termes d'identité, par rapport aux questions de genre. Voilà. Bon, mais je ne sais pas si, il me semble que voilà. Et puis, alors naissance des pieuvres, moi ça me fait penser à Violette Leduc. Enfin, je pense que c'est une référence à Violette Leduc, l'auteur, l'autrice. Dont l'ouvrage m'échappe le nom, mais publié un des premiers romans qu'on pourrait qualifier, même souvent en littérature, faut pas dire gay, ou Proust n'est pas un auteur gay, mais un des premiers romans lesbiens. Et l'invasion du désir, c'est la naissance des pieuvres, c'est ça. La pieuvre, c'est justement l'invasion du désir qui vous prend le corps, quelque chose d'irrésistible. Voilà, on voit assez bien d'ailleurs. Il y a, bon, je déborde peut-être la question du corps, mais il y a tout un tas je trouve que c'est un très très beau film, même si encore une fois je ne suis pas du tout spécialiste. Là, c'est purement du ressenti, mais on a le sentiment d'une énorme de frustration de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a une apnée. Ouais. Il y a beaucoup de choses oui, on est vraiment en apnée pendant tout le film. Et d'ailleurs, les personnages, il y a énormément de scènes de reprise de souffle. On est vraiment à la surface et on se mange des montées de désir, de frustration qui essoufflent les personnages. Particulièrement, évidemment, on est particulièrement axé dans cet essoufflement sur Marie. Oui. Et sur Louise, mais Louise aussi, après le baiser de Floriane, la capitaine, donc Adèle Haenel et François, on a en plus un parallèle, une mise en parallèle de la passion de Marie qui va, d'abord de Louise, qui court sur ce pont de chemin de fer avec ce bruit de chemin de fer, la caméra tangue et qui embrasse un poteau. Et on aura, lorsque la première scène de parking, on aura Marie qui, elle, ne supportant pas d'avoir attendu, et puis de savoir ce qui se passe entre Adèle Haenel et François, on la verra courir vers ce jeu araignée avec un souffle et monter au sommet et cracher dans la main sur laquelle elle a écrit son adresse. Et ça, c'est pendant tout le film, il y a un va-et-vient comme ça, effectivement, de souffle, d'apnée de ce corps qui n'arrive pas à enregistrer la puissance de ce désir qui monte. Je crois qu'il y a aussi une confrontation assez forte entre d'un côté les désirs et puis j'en reviens à cette histoire de normes sociales, c'est-à-dire que
et autour de cette question de la frustration, mais ça va même au-delà de la frustration, c'est-à-dire qu'on pourrait déborder sur des thématiques comme le consentement et même tout simplement la liberté, quoi, la liberté, libération sexuelle, c'est-à-dire que bon, alors c'est vrai que je l'ai revu je l'ai vu plusieurs fois, puis là je le revois ce film, et en fait il y a des moments où je ris, mais en fait c'est une sorte de rire un peu nerveux, c'est-à-dire que oui, voilà, expiatoire, parce que c'est un peu triste en fait en réalité aussi. Alors je trouve que ça tranche avec le côté très esthétisant du film, mais finalement cette première fois dont on nous dit que c'est toujours un peu magique, on s'en souvient, tout ça. Finalement, Adèle Haenel la vit, c'est vraiment, c'est moche, quoi, cette première fois. Il y a de la dureté. Il y a une dureté terrible, c'est-à-dire que, relations. alors même qu'elle est avec une jeune fille qui la désire profondément, et alors, j'arrive pas très bien à savoir si elle le comprend ou pas, dans le fond. Voilà, ça, j'avoue que j'ai du mal à saisir. Ouais, non, mais à la fin, finalement, elle pourrait vivre une première fois sympa, en quelque sorte, en tout cas avec plein de désirs, et finalement, pour faire cette première fois dans la normalité avec François, qu'apparemment elle n'aime pas plus que ça, puisque bon, là, elle est avec un autre garçon à la fin, si on veut parler d'amour, alors après, pas forcément le désir, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dur là-dedans. Tout ça pour être effectivement dans cette norme de la première fois. Bon, alors la scène de la banane aussi, voilà tout. Et il y a cette réputation, hein, aussi cette idée de la réputation, de l'étiquette, c'est-à-dire que voilà. Elle est étiquetée fille facile, salope, je sais plus, je crois qu'elle dit salope voilà, et donc il faut qu'elle aille jusqu'au bout de sa réputation, voilà. Il y a un truc d'ailleurs un peu schizo là-dedans, c'est-à-dire qu'à la fois c'est quelque chose qu'elle subit, notamment de la part des autres filles, hein. Elle dit à un moment donné, je sais plus, j'ai noté la phrase qui me les filles même, voilà, les filles elles m'aiment pas, voilà. Non, c'est un peu un double sens. Moi, je ne vois pas comme quelque chose. Alors ça, c'est vraiment en plus après à vous. Moi, je veux pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. Parfois c'est un peu, mais au fait, j'ai plus l'impression, moi en tout cas, je le vis comme il y a beaucoup d'audace aussi. Il y a des complicités magnifiques, explosives. Ça se cherche. La pieuvre, voilà, ce balancement de la tentacule qui se cherche, qui se touche, se détache, se rejette. Mais en même temps, avec tout ça, ça emporte ce désir qui effectivement veut atteindre la représentation, parce que on n'en a pas parlé là, on n'a pas eu le temps, mais les adultes montrés dans le film, c'est terrible. Je veux dire, il y a 4 figures d'adultes, 5 maxi. Il y a d'abord la femme dans la guérite de la piscine qui donne le code et la loi. Tu rentres, tu sors. C'est dans un mois, c'est pas avant, parce que tout le début, quand même, il y a cette idée de entrée, sortie, dedans, dehors, toujours, de Marie qui veut rentrer, qui fait le max pour rentrer et voir. Bon, voir quoi, mais en tout cas voir, accéder. Donc, premier adulte, tu remplis le papier, voilà. Le deuxième adulte par lequel on rentre et il faut lui payer, il faut payer dans le bus, c'est quand même le maître nageur qui montre sa bite à Adèle Haenel dans l'eau, donc qui est complètement transgressif. Et qui lui propose des massages, alors qu'elle dit à un moment non, j'ai pas le temps. Si il insiste, donc c'est une figure quand même masculine totalement. C'est un adulte là montré, et du côté de l'autre adulte femme, c'est celle qui fait l'inspection, et c'est une scène assez terrible de l'inspection des nageuses, où elles doivent être dans, alors là on est au maximum de la norme, elles doivent être impeccables, et quand elles s'arrêtent sur celle qui a un peu de poils, c'est non seulement, bon, elle ne doit pas avoir de poils, mais parce qu'est-ce que va dire ton mari? Donc projection hétéronormée maximale, c'est-à-dire que elle ne peut avoir qu'un mari, et en plus, qu'est-ce qu'il va dire si tu es dans cet appareil-là? Il y a une présomption d'hétérosexualité. Je trouve dans tout le film, c'est paradoxal, mais enfin, c'est sûrement ce que j'imagine Siama a voulu montrer. Mais les désirs lesbiens dans un contexte qui est un contexte hétéronormatif très très fort. Par la chorégraphie, le maquillage, enfin peut-être qu'il y a quelque chose d'exacerbé comme ça. Mais même je pense même pour quelqu'un d'hétéro, c'est très violent. Hein. Ouais.
Il n'y a pas seulement, là, pour le coup, moi, qu'on soit hétéro, là, ou pas hétéro, quelqu'un qui vous assigne à une... À l'inspection. D'abord à une inspection des corps, et ensuite vous assigne à une apparence et à un futur. Vous ne lui avez absolument rien dit de ce que vous alliez devenir. Pour moi, c'est la violence, elle est au-delà, elle est totale. C'est-à-dire qu'il y a une projection sur le jeune. On l'attend dès le départ dans le film, l'adulte, voilà, dans une performance. Ensuite, on l'attend impeccablement vêtu, impeccablement maquillé, et il faut qu'il réponde absolument à l'adulte dans cette règle. Et ça, voilà, et c'est très oppressant, et c'est montré de façon, c'est extrêmement, encore une fois, ce ne sont que des tâches dans le film, mais qui apparaissent à chaque fois avec une violence. Les parents sont pas là. La mère travaille la nuit. Les jeunes se voient en passant derrière toujours des palissades et en filant ou en entrant sur la pointe des pieds comme Adèle et Marie. Les adultes sont pas là. Ils sont pas là, ou quand ils sont là, c'est pour effectivement normer déjà le chemin. Et à l'intérieur, je reviens après, je m'arrête. Moi, le film, je trouve formidable parce qu'à l'intérieur de cette injonction normative, il y a un foisonnement d'audace qui se plante. Je suis d'accord, mais moi, je les trouve extraordinaires. Il y a quelque chose où il y a tous les possibles. Je veux dire, même si ça se plante, c'est un film où on voit à quel point, enfin, je trouve que c'est un hymne à la liberté, à l'ivresse de la jeunesse, même si c'est tremblant, si c'est rigide. Je veux dire, voilà, dur parfois. Je veux dire, on a des ados, des jeunes qui ont une liberté et qui refusent quelque part cette assignation, mais de façon presque spontanée. On peut ne pas être d'accord avec ma lecture, hein. C'est peut-être moi qui ai ce regard-là. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de scènes qui scandent le film quand elle enterre le soutif, quand elle est à poil dans les vestiaires, quand l'autre se déshabille dans le métro pour se changer. Il y a une sorte de bras d'honneur qui est constamment fait justement à cette injonction du normé. Et puis elle se poile, quoi. Quand la petite toque à la vitre, j'ai oublié cet adulte-là, le porc, voilà, celui qui... le vieux que je vais me faire, et qu'elle dit « Salut papa ». Et il y a une sorte de force sur l'adulte. C'est-à-dire que quelque part, il y a voilà. Et ça, j'ai beaucoup... moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là. Du courage. Mais bon, Oui, non, mais sans doute, j'ai une vision un peu pessimiste, voulant plus de liberté encore, parce que, bon, quand même, elle attend François, je veux dire, je me souviens plus de son prénom, là, celle qui est... oui, voilà, elle est toujours en train de l'attendre, François. Et puis finalement, à la fin, elle lui crache dans la bouche pour lui dire, voilà, c'est moi qui t'ai eu, mais elle est vraiment complètement en attente. Marie en attente de Floriane, et finalement, bon, à la fin, voilà, elle a l'air de dire c'était pas si dur. Bien sûr, il y a de la liberté par rapport aux normes adultes qui sont extrêmement pesantes, mais finalement, peut-être pas autant que ce qu'elle voudrait réellement. C'est ça que je veux dire. Voilà, par rapport, on en revient à la question du désir, mais par rapport à leurs désirs qui ont l'air, qui ont l'air énormes, finalement, ce qu'elles font à la fin me semble un peu petit, mais c'est une vision sans doute très pessimiste. Alors, voilà, c'est-à-dire que... Qui ne peut pas se contenter de se dire, voilà, on est libéré sexuellement et tout irait bien. Voilà, je trouve que on sent quand même, voilà, des pesanteurs, des normes très fortes, des hiérarchies, des frontières, des choses, voilà, plein de choses plein d'obstacles en réalité aussi. Je trouve c'est ça que je trouve. Mais il y a aussi le corps. Je ne sais pas si on peut tout de suite, au fait, avec son corps vivre, c'est possible. Hein, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même une aventure, le corps. C'est immense. Donc tout de suite, parce qu'à la fin du film, le film est pris, alors analyse filmique, le film est pris quand même
au départ, on a donc cette scène de vestiaire avec 3 personnages qui sont introduits, on va dire, de façon séparée, qui se regardent. Hein. Le regard a une importance colossale dans le film. En tout cas, Marie qui regarde effectivement Floriane, mais elles sont séparées. Même elles sont séparées en hauteur. Hein, je veux dire, bon. Et à la fin du film, on a donc jusqu'au générique, au début du film, jusqu'au titre du film, on a cette présentation comme ça découpée dans ces lieux, les 3 personnages. Titre du film, premier plan, 3 petites filles qui s'ébrouent dans l'eau, qui pourrait être une sorte de métaphore de tout ce qu'on va voir, qui font quand même, c'est assez catastrophique, mais un peu comme ces premières fois, effectivement. La première fois, le balbutiement. Bon. La fin du film, on se retrouve sur quelque chose avec la musique de Parawan qui est sublimissime, qui monte en crescendo sur une scène, une enfilade de scènes où les personnages me donnent moi l'impression de s'être libérés de quelque chose, de se libérer. D'abord, Enel prend toute la place au centre, danse, et c'est tout d'un coup sensuel. Elle est plus en attente de François, elle est seule avec elle-même et bien dans son corps. La petite saute dans l'eau et il y a une sorte, c'est la première fois que l'eau devient quelque chose, un élément, on en parlera peut-être après, mais un élément tout d'un coup plus doux, plus épais, et elle saute, elle plonge dedans, comme si elle fracturait la surface. Elle va tout au fond. On l'attend pendant un plan. Le plan reste fixe. On l'attend avec la lumière, les bulles, c'est beau. Elle remonte. Et c'est après ce plongeon, Louise, elle aussi, va sauter, qu'on les retrouve flottant à la surface et plus dans cet espace de synchronicité. Moi qui me plaît moyennement ce sport, mais bon, pas très... elles sont apaisées, elles sont là, au centre du bassin, elles prennent presque une place immense. Et on a l'impression qu'effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte alors c'est juste un passage, c'est vrai. Mais ce passage, de toute façon, il est maladroit, je pense que il sera sans doute de plus en plus investi, mais même si, moi je pense que même, alors ça c'est peut-être une idée que j'ai, peut-être d'écrivain, mais je pense que même si on avait toutes les libertés, on est quand même dans le tâtonnement dans la première fois. C'est énorme, le corps. Et là, on est quand même dans... C'est très très beau cette fin, j'ai l'impression qu'on est sur... Voilà. Pardon. Merci. Je pense qu'un collègue souhaite déjà poser une question ou en tout cas interagir avec nous. On n'est pas nombreux, donc on peut faire ça tranquillement. Et on peut aussi parler des cours, qui étaient bien. Oh, absolument. Donc bonsoir. Oui, on a eu l'impression justement qu'à la fin, elle se réveille en fait d'une espèce de rêve, de délire fantasme en fait, parce que pendant tout le long en fait, elles sont attirées et comme s'il y avait une emprise en fait justement sur leur désir et donc une avec justement sur le jeune homme, l'autre sur la jeune fille, l'autre qui a besoin de se conformer un peu voilà, aux règles sociales, parce qu'on le voit au niveau, vous parlez de son corps depuis tout à l'heure et tout, mais oui, elle se fait vomir, il y a plein de choses comme ça, donc elle a aussi ce besoin de se conformer en tout cas à ces règles-là, et c'est vrai que sur la fin, pour ma part, ce que j'ai ressenti, c'est que comme s'il y avait un réveil de ce fantasme justement, où on dit, ouais, en fait non, ça, c'est pas que ça ne leur convient pas, mais que ils se sont réveillés justement de ce fantasme en tout cas, et cet espace en tout cas au niveau de la piscine, moi m'a fait ressentir ça, où il y a eu justement ce relâchement et voilà cette libération en tout cas. Moi, toucher le micro et Ouais. pour faire rebondir. Peut-être que moi j'avais aussi une question entre l'analyse du film et l'histoire par rapport aux 3 films sur la question de comment finalement ces jeunes ils sont extrêmement fluides, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais ils se cherchent
Et je ne suis pas sûre qu'ils se mettent des catégories. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre eux, dans aucun des trois, qui se disent moi je suis gay, moi je suis lesbienne. Et c'est particulièrement bien vu avec Marie. Voilà, c'est un désir qui est en train de naître, elle tombe amoureuse et elle essaye d'aller à la rencontre de cette jeune fille dont elle est amoureuse, mais je ne pense pas que dans sa tête, elle se dise en permanence je suis lesbienne. Et je sais, Régis, que tu as travaillé sur ces questions de comment on se construit et qu'est-ce que c'est que, à travers l'histoire, l'identité et la différence entre identité sexuelle et pratique sexuelle. Et je trouve que là, ces trois films, finalement, ils sont assez éclairant sur cette question-là. Donc voilà, il y a les deux questions en même temps. Je dirais que c'est particulièrement vrai pour 13 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion. Je trouve je le connaissais pas en fait avant ce court métrage. Je le trouve bon, évidemment il est assez simple, mais je le trouve très beau, très voilà, c'est bon. Mais c'est particulièrement vrai dans 13 ans où il y a absolument aucune notion de catégorie sexuelle en fait. Voilà, c'est en tout cas ça saute nettement plus aux yeux dans le court-métrage Ceci n'est pas un film de cow-boy, où il y a voilà, c'est la catégorisation par l'insulte homophobe, ou alors non, dans le film Ceci n'est pas un cow-boy. Non, 13 ans, non, je trouve qu'il n'y a pas du tout, il y a aucune notion ni d'insulte, ni de catégorie, ni pour les garçons, ni pour les filles, ni pour personne en réalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est aussi, je le disais tout à l'heure, mais il me semble que le fait de se penser libéré sexuellement amène paradoxalement à se ranger davantage dans des catégories. Mais ou dans des cases. Il est dans 13 ans, il est tout seul, il n'a pas d'amis, et les petites filles lui disent, le traitent de roux. Mais justement, elles auraient pu le traiter de pédé, par exemple. Non, mais où tu t'es fait un nouveau petit copain. Ouais. À l'époque, petit copain, pour ceux qui sont d'entre vous, petit copain, c'est quand même très à double tranchant. Oui. Elles se moquent beaucoup Oui, on pourrait dire que c'est une sorte d'amitié particulière, mais moi, en tout cas, je l'ai pas. Je pense pas que c'est formulé, oui, ça c'est clair. Je l'ai pas compris comme ça. C'est sous-entendu, oui, t'as pas d'amis. Alors, ce qui est aussi une réalité. Il y a un certain nombre de jeunes gays. Alors, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais historiquement, qui, voilà, dans un groupe de pairs, étant différents, ayant une socialisation, ayant des désirs différents, peuvent être mis au banc du groupe. Ça, c'est tout à fait. Ça semble pas. Historiquement, ça paraît tout à fait réaliste. Mais je trouve qu'il n'y a pas ces notions de catégories, de cases dans lesquelles on se range, ou lesquelles, d'ailleurs, les adultes nous rangent. Bon, là, c'est vrai que dans ce cours, il n'y a pas tellement la présence d'adultes non plus, en réalité. Mais par rapport à... Moi, je trouve que, par exemple, dans La naissance des pieuvres, je trouve qu'il y a quand même... c'est quelque chose... Alors, évidemment, c'est jamais prononcé comme ça, mais on voit bien quand même qu'il y a d'un côté l'hétérosexualité, de l'autre côté l'homosexualité. Et puis, je trouve qu'il y a cette Floriane qui flotte un peu, effectivement, puisqu'elle est assez... Alors, j'aime pas le terme d'ambigu, parce que ça sous-entendrait qu'il faut absolument se ranger précisément une catégorie. C'est ce que je dénonce ici. Mais elle se laisse aller un peu à ses désirs, tout en étant malgré tout contrainte aussi par des normes sociales fortes. Donc je trouve qu'historiquement, il y a quelque chose... moi, ayant travaillé sur les dossiers de jeunes de Savigny-sur-Orge, donc du temps de l'éducation surveillée, il n'y avait jamais ces notions comme ça qui apparaissaient. Des choses aujourd'hui, il faut absolument... On est dans une période beaucoup plus identitaire, je veux dire, aujourd'hui, par exemple. C'était peut-être plus impensé aussi. Voilà, plus impensé. Impensable, impensé. Et puis, il y avait une disjonction aussi entre, d'un côté, l'identité qui était quelque chose de beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, et puis les pratiques. Aujourd'hui, quant aux pratiques, c'est voilà, la pratique est calquée sur l'identité, c'est quelque chose qui est une évidence. Et d'ailleurs, on le voit dans le cours sur les cow-boys, finalement, voilà, il y a tout un tas de je ne sais plus comment s'appelle la copine là, de celle qui a Jessica, Jess, elle a tout un tas de choses. Voilà, les gays sont comme ça, voilà, et
Et Là, c'est sûr que là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du cours, mais le cours, il s'inscrit formidablement. Alors, la plastique, déjà, qui rejoint une recherche plastique qui est celle de Siama, c'est pas la même, mais on est sur 2 films. Là, je parle vraiment de Ceci n'est pas un cow-boy et de La naissance des pieuvres. À 13 ans, c'est autre chose. Mais on est sur des recherches plastiques de très haut vol. Parce que, d'abord, de huis clos, même si c'est un huis clos beaucoup plus vaste, mais c'est quand même un grand huis clos, La naissance des pieuvres, hein, à part une sortie sur l'axe majeur de Caravane, dans cet endroit qui est presque un endroit, on va dire, atemporel et totalement presque éternel, hein, cet axe majeur avec ses colonnes et cette fente au milieu qui est un endroit aussi qui va évoquer certaines formes de symbolique phallique et de symbolique avec cette fente, cette brèche. Et puis, c'est la seule fois où on verra de tout le film l'horizon et tout le paysage, et c'est l'endroit où précisément Adèle se confie. Mais à part cet endroit-là, tout le reste, on est en vase clos tourné. C'est comme si le corps était le lieu du film. Le corps de l'adolescence, des adolescents et vraiment le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. D'ailleurs, la seule trame ne tourne qu'à travers ce corps. Il prend toute la place. Il n'y a pas lieu de parler de l'école, de la famille, de la relation à autre chose qu'au corps. Et dans Ceci n'est pas un cow-boy, il y a cette volonté de la part du metteur en scène quand même, ça se passe dans un endroit précis, dans les toilettes. Alors, vestiaire, toilettes, je veux dire, on est dans l'eau, on est dans des endroits clos, pareil, des endroits où on se déshabille. Et c'est très... Il y a une frontière. Là, pareil, toute la notion de frontière, on pourra en parler dans les 2 films. Là, elle est très, très, très claire. Et d'un côté, les garçons, de l'autre côté, les filles. Bon, et ça va parler, effectivement. Là les choses vont être dites. On va dire, il y a une explosion de préjugés qui va très rapidement glisser sur le terrain du sexe. Mais du côté des garçons, comme chez les filles, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 5 actes. Au fait, ils se répondent. Et donc, on va d'abord lâcher le mot PD, western de PD, d'un côté avec une certaine forme d'excitation, de l'autre une sorte de rire, et puis ensuite on va parler d'enculade, avec là encore une certaine excitation non encore assumée. De l'autre côté, enculade, la scène entre les 2 filles, qui est une sorte de catharsis du fist fucking, mais avec le Louvre. Moi, j'ai dû voir 3 fois pour comprendre de quoi elle parlait, pour être sûre que j'avais bien compris. Donc là, je me suis sentie très, très vieille. Et puis, à partir de là, c'est ça que on commence seulement de cet ordre de la représentation du PD, entre guillemets, donc qui encule, qui a des piercings, qui va pas au camping, enfin tout, qui fait du cheval, enfin il y a la totalité qui est un expert. Et puis enfin, au 3e acte, on commence à parler d'identification. L'un du côté des filles, c'est mais comment en fait ton père il a réalisé qu'il était. Elle se poile encore à ce moment-là, la copine, mais ça devient déjà, on passe sur un autre registre. De l'autre côté, on est sur, ils sont foutus avec des filles pour pas passer pour. Et puis, ça, encore, voilà, à chaque fois, on monte. Donc, c'est très, très balisé. Hein. On monte encore en grade. Et là, l'un va dire qu'il a pleuré. Donc, identification. Et de l'autre côté, on va avoir la petite qui s'enferme et sa copine Jess qui lui dit pardon. Pareil, qui va s'identifier non pas au père, mais qui va s'identifier à sa copine, dont le père est homosexuel. Et c'est vraiment... malheureusement, dès qu'on sort des toilettes, on retombe dans... c'est le gouffre du dehors, on va dire, et de la représentation. Et là, c'est l'assignation de toutes les... en off. On les voit off, donc c'est la seule fois où les personnages se retrouvent, on ne les voit pas, mais c'est pour se traiter de PD, de Kirikou, de grosse et de... voilà. Et là, tout d'un coup, il y a le poids de la représentation de moustache. Et on revient à la pilosité féminine. On a
Une collègue Pardon. qui souhaite intervenir. Alors, en fait, je voulais juste revenir sur Monsieur Revenin, ce qu'il avait dit. En fait, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis là. On vous en... En fait, moi, Ouais. enfin pour moi, Merci. ce film, il serait même pas catégorisé, enfin La naissance des pieuvres, pardon, dans le LGBT en fait, parce que pour moi, déjà, elle jette son dévolu sur la capitaine de l'équipe de, je sais plus, la natation synchronisée, Natation, oui. sur une fille qui plaît majoritairement aux garçons et qui en plus a un corps attendu en fait par ce qu'on attend d'une jeune fille de son âge, voilà. Et donc, du coup, je me dis peut-être qu'elle est plus dans l'admiration, même si elle pense qu'elle l'aime, etc. Donc, moi, j'apporterai une petite nuance là-dessus. À chaque fois que je le vois, en fait, pour moi, il n'est pas dans cette catégorie-là. Mais moi, j'ai dit que c'était un film LGBT. Je suis En pas fait, à un moment donné, vous avez dit que en fait, la jeune fille Louise, non, pas Louise, Marie, pardon, en fait, elle est amoureuse de l'actrice Adèle Haenel. Non, je crois qu'aucun des trois n'est. Enfin, peut-être que j'ai le. mal compris. Alors, Peut-être mais que le. en Ou tout je me cas, suis j'avais peut-être mal l'impression. exprimé, mais peut-être que le seul qui. Enfin, je crois que c'est des films qui, justement, enfin, les trois parlent de. Oui, voilà, de tâtonnement, on disait tâtonnement tout à l'heure. En fait, vous avez dit, ce n'est jamais nommé, en fait. Ce n'est jamais. Nommé, en fait, le fait que ce soit. Oui, bah, c'est vrai que j'aime jamais. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être nommé si c'est pas ça, en fait, ou si c'est plutôt quelque chose de. Oui, Je sais pas. oui. Non, je Enfin, sais, voilà, j'ai c'est pas juste, d'idée sur le fait qu'il faut que ce soit nommé ou pas. C'est comme ça. Simplement, dans le cours, par exemple, ceci n'est pas un film de cow-boy, c'est quand même nommé par l'insulte. C'est-à-dire, il y a l'insulte PD. D'ailleurs, il y a l'insulte Kirikou aussi. Bon, voilà, on pourrait. Tu le disais tout à l'heure, il peut y avoir ce croisement. Genre, sexualité, race, entre guillemets. Effectivement, ça apparaît pas du tout. Il n'empêche que, enfin, même si c'est pas nommé, alors peut-être que c'est ça que vous voulez dire, il me semble quand même que les catégories apparaissent plus nettement dans le film de Siama. Voilà, de fait. Même si c'est pas nommé, personne ne va dire je suis hétéro, je suis lesbienne, je suis bisexuelle, je suis je sais pas quoi. Ça n'apparaît pas, mais sans être nommé, mais effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus présent que dans 13 ans. Dans 13 ans, c'est ni nommé, ni perceptible, même, je trouve. C'est presque on pourrait dire, c'est une sorte de cours sur l'adolescence des années 80, qu'on pourrait très bien, effectivement, pour le coup, diffuser dans un autre cadre. Alors que, bon, Siama, sans être un film LGBT, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est toujours agaçant de coller des trucs. Est-ce que Proust est LGBT? Est-ce que, voilà, c'est juste très bien écrit. Proust est très intéressant. Voilà, c'est pas au-delà. Bon, il se trouve que c'est aussi, ça évoque des thématiques qu'on qualifierait aujourd'hui d'LGBT, mais c'est pas le tout de Proust, et c'est pas le tout, je pense, de Siama non plus. Donc oui, je le classerai pas enfin. Si c'est ça que vous avez compris que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, voilà. Oui, moi, J'aime d'une manière générale, j'aime pas les classements, voilà, mais ou les classifications, parce que qui dit classification dit très souvent hiérarchisation, c'est-à-dire que quand vous commencez à coller des étiquettes, même si la thématique de la soirée ce soir, arc-en-ciel, c'est LGBT, bon, parce que c'est comme ça, il faut aussi, c'est une question plus de communication, disons. Mais voilà, j'aime pas tellement coller des choses comme ça. Mais par rapport à 13 ans et par exemple la naissance des pieuvres, la petite Marie, moi, je trouve qu'elle a justement, j'ai pas l'impression, quand elle, son désir est total et elle y va, quoi. Je veux dire, alors là, moi, j'ai pas le temps de vous le faire, mais tout le rapprochement de Marie, elle se pose. Enfin, il me semble pas, mais alors là, pour le coup, moi, je suis pas une spécialiste. Il me semble pas qu'elle se pose la question de l'identité de son désir, ou en tout cas, il y a un désir absolu et total, et elle va le chercher, ce désir. Donc, elle y va. Il y a un nombre de scènes avant, d'ailleurs, de rentrer en interaction avec. Et puis elle a de l'audace, cette petite, parce que elle va d'abord, elle va au spectacle, elle la regarde. Ensuite, elle va dans les vestiaires, elle l'attend. Ensuite, elle va lui demander si elle peut assister au cours. L'autre l'envoie presque balader et elle
continue. Elle lui dit, je te ferai en échange d'un service, n'importe lequel. Et puis ensuite, elle arrive dans la piscine. Elle marche, il faut oser. Elle n'est pas habillée pareil. Elle n'est pas... Bon, là, c'est Adèle Haenel qui lui dit, viens dans l'eau. Elle va dans l'eau, elle va sous l'eau direct. Bon, alors, on n'en a pas parlé de l'eau, mais cette eau... Alors, est-ce qu'on est d'accord? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette eau, pour moi, c'est tout. C'est pourquoi c'est plus un film sur le désir. Pour moi, cette eau, d'aller sous l'eau, voilà, c'est le lent dessous. C'est ce désir qui, avec cette musique. Alors après, ce désir, il est, elle voit au tout début du film ces corps qui sont étranges, presque hybrides. On ne sait pas si ce sont des corps de femmes, d'enfants, on ne sait pas. C'est des corps très particuliers, même animal. Il y a quelque chose d'assez étonnant et pas très sexy. C'est quand même quelque chose d'autre. C'est plus étrange et elle est sous l'eau comme ça. Bon, et puis elle va continuer à aller la chercher jusqu'à monter dans le bus et finalement lui peigner les cheveux et ça va s'approcher. Alors oui, ça aboutit à un râteau. Est-ce qu'on utilise encore ce genre de truc, de mots? Oui, merci. Donc, à des râteaux. Mais même s'il y a des râteaux, elle continue. Un vent? Non, on ne dit pas un vent. Un vent, peut-être. Un vent. Elle se prend un vent. Un vent, 2 vents, 3 vents. Elle continue. Et Adèle Haenel, il va s'opérer un retournement. Ça, je l'avais noté. C'est un moment très précis. Une fois qu'elle est arrivée, donc elle est entrée dans la piscine, c'est Adèle Haenel qui commence à aller vers elle. À partir du moment où la petite rentre dans la piscine, dans les vestiaires, c'est Adèle Haenel qui, tout d'un coup, pour la première fois, puisqu'elle s'est fait chambrer avec l'histoire de la banane, toi, tu es de l'autre côté, eh bien, c'est cette autre. Alors, peut-être que là, il y a une pensée, on va dire, faut vraiment... mais en tout cas, parce qu'elle est filmée, Adèle Haenel, comme étant complètement à part du groupe. Il n'y a pas d'interaction. Eh bien, elle traverse la frontière, je m'arrête, et elle va, à ce moment-là, rejoindre Marie. Et à partir de là, les deux, voilà. Mais il y a quand même... C'est formidable parce que dans le film de 13 ans, c'est un impossible. C'est un impossible. Et en tout cas, moi, j'ai vécu cette époque. C'était... Je pense qu'il fallait avoir une audace de dingue pour y aller, quoi. D'où le journal intime aussi. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, enfin, à ma connaissance. Mais oui, en tout cas, pas sous cette forme-là, mais sans doute moins, ouais. Et on avait une question ou une remarque. Non, c'était pas une question. C'était pour revenir justement sur le dernier film où, à un moment, elle fait une référence où elle dit, elle parle de normalité dans une scène. Et en fait, cette scène, ça veut tout dire parce que justement, elle évoque ça. Donc, c'est sur un service où est-ce que tu peux me rendre un service? Enfin, il y a une scène en tout cas qui est très claire. Et on s'en justement, fiche d'être normal, elle Ouais, dit. utilise, Elle dit à un voilà, moment le donné. terme de Ça, c'est normal. Marie, Et ça. Oui. moi, ça m'a évoqué justement ça. Voilà. C'est cette scène-là. Mais c'est peut-être Marie, enfin, je trouve c'est celle qui est la plus sûre de son désir parce que il y a la scène que je trouve intéressante où il y a un garçon qui vient, elle est à l'entrée de la cuisine, elle est toujours en train de courir en quelque sorte après Floriane et il y a un garçon qui est pas mal d'ailleurs qui vient se mettre juste en face d'elle et en fait elle le calcule absolument pas, quoi. C'est-à-dire, il est complètement transparent, le gars. Donc, je crois qu'elle n'a pas de doute du tout sur son désir. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'elle désire les filles, les femmes en général, ou est-ce qu'elle désire Floriane en particulier, dans l'idée où justement, il n'y aurait pas de question de genre, c'est-à-dire on désirerait une personne et non pas un sexe, voilà, ou une personne de tel ou tel sexe, mais Dès le début du film, elle désire Floriane. Hein. Elle est vraiment axée sur elle. Elle est filmée, vous avez remarqué, tout le temps, caméra immobile, et elle est toujours raide, alors que c'est la passion totale, en feu. Et alors que la Floriane est toujours filmée dans un mouvement. Elle apparaît dans des mouvements, elle va. Alors qu'elle est complètement, en fait, elle est dans le doute le plus absolu et elle n'a pas du tout, au fait, opéré le mouvement. Elle prétend. Elle n'a pas fait ce qu'elle... Et ça, c'est formidable. Chama les filme dans justement leur posture.
Et la caméra rejoint la posture de l'adolescent, parce que l'adolescent, il se représente aussi comme. Et ça, vraiment, elle s'amuse là pendant tout le film à ça. On a un collègue qui souhaite s'exprimer. J'ai une question, monsieur Revenin. Dans le court-métrage 13 ans, vous dites que les catégories ne sont pas perceptibles, ne sont pas dites, c'est un fait, mais ne sont pas perceptibles, à tout le moins. Comment interprétez-vous le fait que, après avoir dérobé le journal intime, le jeune garçon dont le nom de famille est Velasquez, j'ai oublié son prénom, Jonathan. il en examine le contenu et il n'envisage pas un moment, d'où son déconcertement final, que le diariste puisse être un garçon, puisque tout est renvoyé aussi à des catégories très, très féminines, justement. Un journal intime, comment vous l'interprétez, ça? Je crois que c'est assez normé, c'est-à-dire le journal, d'abord, traditionnellement, c'est une pratique quand même féminine de tenir un journal intime. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun garçon qui l'a fait historiquement, mais c'est quand même assez classiquement une pratique féminine. Le journal est rose. Donc ça aussi, c'est pas ce que je pense moi, évidemment, hein, mais c'est classiquement, alors je dis classiquement, mais c'est pas non plus. Il y a eu des travaux historiques, sociologiques sur le sujet. C'est quelque chose qui est apparu dans les années 50, donc c'est pas non plus extrêmement vieux. Cette distinction rose et bleue, voilà. Donc je trouve plutôt intéressant le fait. Alors ça, j'avoue que n'ayant pas travaillé sur les années 80, je ne sais pas si c'est réaliste, mais on pourrait aussi imaginer, alors là, ce serait plus un film, un court-métrage sympathique, ce serait un court-métrage qui tournerait à la violence, mais on pourrait très bien imaginer aussi une réaction de la part de ce Jonathan Velasquez, qui soit une réaction violente. Parce que l'autre est manifestement amoureux de lui. Et lui, je ne pense pas qu'il soit amoureux de lui. C'est-à-dire que la question est même pas. Il tombe un peu des nues. C'est un impensé. C'est-à-dire, voilà, ça ne faisait pas partie de ce qu'il l'envisageait. Et par ailleurs, il est complètement envahi par le désir qu'il a pour sa sœur, la sœur du garçon qui l'aime. Donc, voilà. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Tiffany, tu voulais t'exprimer. Réagis. Non, c'est exactement là pour le coup. Oui, 13 ans. Non, mais en fait, ce film 13 ans, pardonnez-moi, mais moi, effectivement, je l'ai vu, mais je me dis c'est un film d'époque, mais au fait, je fais partie de cette époque. Donc, au fait, j'ai découvert que ça y est, je suis quelqu'un qui il n'est pas d'époque, en fait. Si, il est d'époque. Ah non, il n'est pas d'époque. Il a été réalisé en 2005, mais c'est un film. Oui. En fait, c'est presque. Je vais dire qu'aujourd'hui, quand on dit je vais écrire un film d'époque, moi je pense nécessairement Moyen Âge, 18e siècle. Mais c'est plutôt. Et puis au fait, c'est un film. Moi, j'étais enfant, mais je trouve. J'étais pas adolescent dans les années 80, mais je trouve que c'est quand même. Je trouve il me semble réussi en fait. Ah oui, voilà. Non, c'est pas. Mais quand je dis film d'époque, c'est pas du tout une. C'est juste que. C'est déjà une époque. Ah, mais c'est une époque complètement différente. Et alors, c'est un travail sur le film à tous les étages et à tous les niveaux. C'est un film qui a coûté très, très cher. Ça, c'est un autre sujet. Parce que le décor et tous les costumes, tout est pensé. C'est vraiment voilà. Donc, il a fallu trouver des vinyles de Jeanne Masse, par exemple. J'ai repéré ça dans le... Voilà. Non, mais c'est génial. Dans l'étagère. Les 45 tours. Voilà, les 45 Mais c'est vrai que quand je me revois au lycée, on n'en parlait pas. C'est les années SIDA qui ont fait remonter, ou on va dire surgir, la question. Voilà, j'ai peut-être été au courant une ou deux fois, mais c'était des sujets extraordinairement périphériques et troubles. La parole a enfin émergé. Il y a plus tard, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé quelque part. Par cette porte. C'est bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, En tout cas, dans la sphère publique, pour
pour bien rebondir sûr. parce que précisément, à travers les dossiers de Savigny que j'ai étudiés, il y a entre garçons déjà des sociabilités gays. Il y a des garçons qui se racontent, qui vivent même bien finalement, plutôt dans les milieux populaires d'ailleurs, paradoxalement, enfin, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir. Mais effectivement, l'émergence de cette parole sur la scène publique, c'est probablement... et la catégorisation et l'injonction à se catégoriser et la question identitaire, c'est probablement quelque chose qui est arrivé avec les années SIDA, effectivement. Donc post le film 13 ans. Avant que tu puisses t'exprimer, Tiffany, je dois vous dire, c'est pas un rôle facile qu'on approche 20h déjà. Et que peut-être on peut... Ah oui, absolument. Est-ce que ça serait intéressant? J'aimerais parler de la bouche, parce que la bouche dans les pieuvres, c'est un truc de fou. La bouche, les lèvres, le baiser, le vol du collier, c'est la transgression dans ce film. Dans les 3 films, pour le coup, il y a l'espace transgressif, il y a vraiment et la bouche, l'eau, bon, bien sûr, on avale de l'eau dans la bouche, on retient sa respiration et on embrasse, on crache. Adèle Haenel, ça c'est Véronique qui me l'a fait remarquer. Moi, j'avais pas compris la scène comme ça, donc je te remercie. Quand la première fois qu'on voit Adèle Haenel, elle crache. Moi, j'avais cru que c'était parce que dans la petite salle de bain, quand, encore une fois, Marie a l'audace de la suivre après la fête de la première fête et d'aller dans la salle de bain. Je n'aurais jamais osé. Hein. Moi, j'aurais été amoureuse folle, j'aurais jamais osé. Eh bien, elle rentre dans la salle de bain et la fille crache. Adèle Haenel, elle crache. Et moi, je croyais que c'était encore parce qu'elle avait embrassé quelqu'un, parce qu'elle n'arrête pas de cracher après avoir embrassé les garçons, quand même. Donc peut-être qu'il y a quand même un désir chez elle qu'elle n'arrive pas à dire, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs fois, elle va pas jusqu'au bout, elle crache, elle trouve qu'elle embrasse, les hommes embrassent mal. Bon, il n'y a quand même pas... donc elle veut se normer, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un vrai désir en elle moins assumé? C'est possible. Mais elle ne crache pas. Pour le coup, là, la première fois qu'on la voit, c'est vrai que le chewing-gum donne une autre indication. Elle crache sans doute parce qu'elle vomit, elle s'est fait vomir pour correspondre à une norme, pour le coup, là, du corps. Merci Véronique, je n'avais pas vu ça. Du corps. Et il y a cette... Il y a cette injonction pendant tout le film. Les filles doivent être d'une certaine, doivent se présenter sous une certaine quand même apparence. Effectivement, les poils, mais les muscles, les corps des nageuses sont quand même. Bon, et là, cette bouche, elle vomit. Et après, elle va manger un chewing-gum. Est-ce que je pue de la gueule? Cette même bouche dans le film, elle va, voilà, elle va embrasser la vitre plusieurs fois. Louise Blacher et Adèle vont embrasser une vitre en approchant Marie. Marie, à la fin, elle embrasse la trace du rouge à lèvres. Elle se lave l'eau à la fin du film. Adèle l'a embrassée et elle est tellement dans un état de transe. Elle lave l'eau. Mais pareil, Adèle, après avoir embrassé Marie, elle se lave au robinet. Louise, elle avale ce collier, donc transgression, vol, et ce collier que, en plus, elle va transgresser en allant dans quand même le vestiaire des garçons. Elle va franchir cette barrière, elle va filer ce collier, qui va revenir ensuite à Adèle. D'accord ? Pas très élégant de la part de François. Non, mais du coup, bon. François, elle va lui cracher dans la bouche. Donc, il y a un jeu comme ça, avec la bouche qui devient un espace. La bouche, les pieuvres, vous savez, comme ça, il y a un côté tentaculaire, ouverture, fermeture. Et pareil, la bouche du film, quoi. Il y a un truc, dans tout le film, on est comme ça, on disait en apnée, de la bouche comme ça. C'est vraiment un film bouche. Quoi. Et le désir est une sorte de désir bouche qui effectivement vous avale, vous recrache, vous avale, vous recrache. Voilà. Respire en même temps avec des apnées, des reprises de souffle
Parce qu'à un moment donné, sous l'eau, bah, voilà, on ne respire pas, et sous l'eau, on est dans la catégorie de ce désir. Je ne veux frustrer personne. On approche. Est-ce qu'ils ont d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut peut-être, en quelques minutes, en guise de conclusion, mais très partielle compte tenu de la complexité de ces sujets, moi, j'ai été touchée particulièrement, alors dans le film, indépendamment des points communs qu'il peut y avoir entre les trois films, par l'omniprésence de l'eau. Et alors ça, c'est ma déformation à moi, mais moi, je fais un parallèle. Alors l'eau qui trouble, qui bouleverse l'espace, qui ne permet pas de nous situer très clairement, mais qui représente en fait les vicissitudes et l'expérience de l'amour en réalité, quel que soit son genre. Et l'eau, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne suit pas une autoroute, quoi. Ça n'existe pas dans ces registres-là. C'est lorsqu'on est confronté à la norme sociale, évidemment, qu'on peut devenir violence ou devoir s'adapter, manipuler quelqu'un qu'on aime potentiellement pour s'en sortir au regard des autres, ou que l'insulte peut jaillir indépendamment de la personne que l'on aime et du genre, voilà. Ça, on l'a dit. Et cette eau, alors moi je ne suis pas spécialement cinéphile, mais moi je pense je pense à la mythologie en réalité, aux repères mythologiques, et je pense à l'Odyssée d'Homère, en particulier, qui voilà les voyages, les rites traversants, et il me semble que à la fois l'adolescence c'est ça, que le sentiment amoureux s'expérimente, mais toute la vie bien entendu, mais à cette période très particulière, et Homère, dans l'Odyssée, dans ses voyages, on retrouve l'eau, hein, bien entendu. Finalement, comme ces jeunes gens, ils retournent constamment, même s'il échoue, il va vers son sentiment et sa mission, pour le dire un peu comme ça. Et il navigue perpétuellement. Et en fait, il me semble, et c'est peut-être le cas d'un sentiment amoureux à l'adolescence, et peut-être à l'âge adulte et toute sa vie, qu'il s'agit en fait d'une quête de sens en l'absence de direction. C'est-à-dire que c'est l'Odyssée d'Homère, et c'est les naissances des pieuvres. C'est-à-dire on est dans l'eau constamment, on essaye de chorégraphier quelque chose ou de naviguer, et que finalement, la première vague, eh bien, on se retrouve forcément remis en question à soi-même. Enfin voilà, la quête de sens en l'absence d'une direction, c'est-à-dire on peut nous normer, on peut nous insulter, on ne nous empêche pas d'aimer quelqu'un. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. La direction, ce serait pas les normes sociales, justement? Bah, si, c'est Oui. ça. Mais qui ne nous empêche pas de naviguer Oui. quand même comme on peut, dans toute la difficulté qu'on éprouve. Voilà, Oui, non, mais c'est une question immense. C'est la question du immense. corps. Enfin, moi, je suis un écrivain, donc là, je suis pas spécialiste de l'histoire, surtout, mais des genres et en tout cas, de l'identité. Mais l'identité pour un écrivain, le corps, c'est un espace absolument immense. C'est le vertige. Et puis, c'est peut-être une transcendance presque, parce qu'il y a un effet dans l'eau de déséquilibre. On se retrouve quand même plongé dans quelque chose de l'originel, mais qui est, là, pour le coup, on est dans le mystère, dans la mort, parce qu'il y a un moment donné quand même dans le film, et c'est pas des moindres, la dernière chose qu'on voit, c'est le plafond, et il y a 2 contre-plongées dans ce film, sur des draps blancs quasi immaculés, où les 2 filles sont allongées, regardent le plafond, et donc dans ce premier mouvement, elle va parler de la mort, et bon, l'eau, la mort, la naissance, là on part sur des choses qui dépassent amplement la question presque identitaire, mais qui vient vous confronter
à des ordres qui nous dépassent, comme le désir nous dépasse et nous renverse, nous cabre et nous oblige à justement traverser l'apparence et aller jusqu'au bout d'un soi-même vertigineux. Donc là, c'est la parole de l'écrivain, c'est pas la parole de maintenant à l'historien de répondre aussi de la question de l'eau et de cette identité-là, de l'adolescence. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire sur l'histoire de l'eau. Je dois avouer que je sèche un peu, là. Non, moi, je voulais juste, peut-être, puisqu'on est en train de terminer, et comme la soirée était intitulée LGBT, en tout cas, c'était conçu comme ça, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans... alors, j'aime pas ce mot de confusion, mais dans quelque chose de l'ordre peut-être de l'ambiguïté, mais d'une ambiguïté qui serait volontaire entre les amours ou l'amour et l'amitié, en fait, qui est peut-être un peu plus prononcée que chez les hétérosexuels, il me semble, même si aussi bien l'amour que l'amitié, c'est des sentiments, des moments qui sont très, très difficiles à... dire comme la sexualité, c'est des choses très difficiles à définir avec précision, mais je trouve que on est un peu dans plus que dans le système hétérosexuel. Voilà, il y a quelque chose, ça apparaît dans Ceci n'est pas un film de cow-boy, par exemple. Dans 13 ans aussi, on est un peu, alors en tout cas du côté de cet adolescent qui est amoureux de Jonathan Velasquez, on est un peu dans l'entre-deux, amis et éventuel amant, même si le mot est très probablement impropre à cet âge, mais voilà. Et puis alors aussi, évidemment, dans Siama, je trouve qu'il y a quelque chose, voilà. Alors on parlait d'amitié particulière naguère pour définir les relations notamment entre garçons dans les internats, non mixtes à l'époque, évidemment. Enfin, c'est un terme une expression qui apparaît au 19e, mais je trouve qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là dans une confusion qui est peut-être d'ailleurs pas négative, voilà, mais une sorte d'ambiguïté, où il n'y aurait pas de frontières, pas de mur entre les deux. Voilà, si je peux me permettre, justement, et pour rebondir sur ce que tu dis, on a un mot pour désigner ce terme amour, et le grec ancien utilise 3 nominations pour nommer l'amour, en fait, et c'est exactement ce que tu dis. Il nomme Eros, qu'on connaît facilement, c'est-à-dire, c'est le désir, la personne qui nous manque en particulier. Le deuxième registre convoqué est celui de philia, donc ce serait plutôt la joie, l'amitié, voilà. Et dans ces 3 films en particulier, ce qui les relie, c'est cette oscillation permanente, il me semble. Mais c'est le propre peut-être de l'adolescence, mais pourquoi pas par ailleurs, de ces oscillations entre les registres. En réalité, tantôt on aime d'amour charnel ou désireuse, tantôt on aime par filiation, par amitié. Finalement, ça, c'est toujours en oscillation, me semble-t-il. Le troisième registre grec concerne moins les films de ce soir, mais il est celui de l'agapé. L'agapé, c'est celui... Alors, c'est peut-être modestement pour faire un lien avec le travail social en particulier, c'est celui qui est pas forcément d'aimer son prochain, mais porter secours à son prochain, mais dans une forme de réglementation. C'est le serment d'Hippocrate, par exemple. C'est le médecin qui prête serment à aider son prochain, quoi qu'il en coûte, et c'est une forme d'amour nommée agapé. Voilà les 3 registres, finalement. Alors, je ne sais pas si ça peut être une conclusion très partielle, mais en fait, les mots, évidemment, disent beaucoup, et je trouve que ces 3 termes, une fois posés, permettent de comprendre les registres. On dit faire l'amour, en fait. Alors, quand il dit avec beaucoup de...
Oui, mais il n'y a pas tellement Ouais. d'autres mots qui ne seraient pas vulgaires, en fait. Oui, Oui, voilà, mais je veux dire qu'ils ne seraient pas vulgaires. Bon, faire l'amour, ça peut... C'était transgressif dans les années 50-60, mais maintenant, bon, c'est... C'est pas du tout vulgaire pour eux. Moi, j'ai une fille de 20 Non, non, ans. non, non, Elle dit baiser et c'est totalement normal. Parce que moi, ça me C'est fait ça qui- sauter au plafond. Mais au fait, c'est là, voilà, c'est comme ça. La langue, ça c'est formidable. La langue bouge et ça, c'est tous les possibles sont là. Oui, mais ça fait penser un peu à la différence entre quelqu'un qui... Vous savez, quand on vous prépare un beau repas et vous dites bouffer. Oui, mais moi, quand C'est je lui dis assez- que je faisais l'amour, Ça elle fait est un peu morte de moche. rire. Elle est pliée en deux, elle est morte de rire, l'impression qu'elle a quelqu'un du Moyen-Âge qui lui parle. Elle est juste morte de rire. Alors moi, j'adore ça parce que c'est fantastique, parce qu'on n'a quand même pas 70 ans de différence. Et déjà, le monde est complètement Oui, en c'est marche, sûr. quoi. Ouais. Et quand elle dit baiser, c'est un autre registre qui fait appel dans sa tête, pas du tout à un truc vulgaire ou machin. C'est son mot. Bon, alors pardonnez-moi, c'est ses copains, c'est peut-être terrible, peut-être que je suis en train d'annoncer quelque chose de catastrophique et tout le monde va me dire, mais attends, il faut absolument que ta fille nous voit tous. Mais je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est très courant de dire baiser chez eux, comme Alors, si... du coup, quand il dit faire l'amour dans le cul, moi, je trouvais ça... Ah oui, ça je c'est me drôle. disais... Alors, Du coup, finalement, peut-être que, du coup, ils utilisent peut-être effectivement... qu'il pense aussi à amour au sens amour, quoi, pas seulement au sens sexualité. Du coup. C'est intéressant en tout cas, hein, là, le registre faire l'amour dans le cul, parce que je pense pas que... Je sais pas si on va s'arrêter sur ça, faire l'amour dans le cul. Aussi, c'est très bien. Ah, je veux- revenir au sujet. Non, mais je trouve qu'il le dit, ce cours, c'est vrai. il est plein de naïveté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a plein de mots qui sont quand même des mots, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup, mais finalement, la manière dont c'est filmé, amené, je trouve que c'est, enfin, on le ressent pas comme une, y compris en tant que gay, on le ressent pas comme une agression, je trouve. Enfin, c'est mon point de Dit vue, comme hein, ça. après, c'est pas forcément... Il faut que nous nous arrêtions, je pense. Je ne frustre personne. Merci beaucoup. Merci. Merci à Demain, vous. Merci. La suite.